En Bretagne, le XXe siècle, secoué par 2 guerres mondiales, a été celui de toutes les mutations. Des changements politiques, mais surtout des transformations économiques et sociales considérables. Parmi ces bouleversements, il en est un qui est passé pratiquement inaperçu dans le temps même où il se produisait. La Basse-Bretagne, cette partie ouest des Côtes-d'Armor et du Morbihan, et tout le Finistère, a changé de langue. À la veille du second conflit mondial, la langue bretonne a encore toute sa place dans la société rurale traditionnelle. En Basse-Bretagne, les 3/4 de la population la parlent encore, soit plus d'1 million de personnes. Mais le français et le bilinguisme s'installent, notamment par l'école, l'émigration, le tourisme et de multiples échanges linguistiques. Au sortir de la guerre, un véritable basculement se produit, on est en pleine reconstruction. Une révolution économique et sociale sans précédent s'annonce. On cesse alors d'élever ses enfants en breton pour qu'ils accèdent au savoir, à la modernité. Le demi-siècle qui commence va voir l'écroulement de la langue. 80% de bretonnants vont disparaître en moins de 50 ans. De tous ces paysans, qu'est-ce qu'on va en faire? Pourtant, si à la fin des années 50, la modernité l'emporte sur l'identité, celle-ci aura bientôt sa revanche, quand viendront les remises en cause du progrès. On les mettra à l'usine, on manque toujours de prolétaires. Tu sais, Yannick, de notre temps, il y avait quand même moins de voitures. On avait le temps de regarder les choses et de les comprendre. Et de les aimer. Vous avez quand même l'électricité depuis un mois. L'électricité depuis un mois. Ça a changé la vie, ça, non? Beaucoup. Beaucoup. C'est pour ça que je me demande comment... pourtant, on est des Français, quand même. Et avoir l'électricité que maintenant, lorsqu'on entend parler de la télévision et tout ça, et nous autres qui n'avons même pas la lumière pour se coucher, quoi. Vous vous sentez délaissé? Ah, beaucoup, même. Ah, ça, beaucoup. Le Célib a lancé son défi. La Bretagne doit rattraper son retard, moderniser son économie de subsistance, reconstruire son agriculture, améliorer son niveau de vie, le plus faible de France, freiner l'émigration. Pour cela, un seul but, se désenclaver, s'ouvrir. Beaucoup le pressentent, une révolution silencieuse sans précédent est en marche. Pas vraiment silencieuse dans le monde agricole, les jeunes leaders paysans viennent de la JAC, ils sont dynamiques, entreprenants, ils veulent révolutionner l'agriculture de papa, la réorganiser, contrôler les marchés, se regrouper en coopératives, investir dans les progrès techniques et une production intensive. Ils savent aussi exprimer leur volonté face au pouvoir public. Ce 8 juin 61, Alexis Gourvenec et 4000 manifestants envahissent la sous-préfecture de Morlaix. Il y avait une équipe de jeunes paysans qui avaient décidé de rester paysans, premièrement. Qui avaient décidé de ne pas être des paysans d'arrière-garde, deuxièmement. Qui, par ailleurs, souffraient, dans leur corps comme dans leur âme, d'être considérés, même dans le milieu rural, comme des arriérés par rapport au restant de la population. Et donc, à l'intérieur de la JAC, on a pris conscience de cet état qui était le nôtre. Et on a juré de relever le défi. La JAC est l'outil qui va permettre aux agriculteurs de se prendre en charge. Mais alors ça va se faire en tournant totalement le dos à leur identité de breton. C'est à la même époque donc qu'ils abandonnent la langue, c'est à la même époque qu'ils abandonnent souvent leurs meubles, c'est à la même époque que parfois ils abandonnent leur maison pour construire une maison neuve, c'est à la même époque qu'ils font raser les talus, c'est à la même époque qu'ils tournent le dos aux méthodes de culture de leurs parents. Être moderne pour eux, ça veut dire se renier en tant que breton, mais rester des agriculteurs qui vivent en Bretagne. Le progrès, surtout dans le secteur agricole, est arrivé effectivement dans les années 60,
mais tout le monde l'attendait avec une impatience. Voir un tracteur, c'était une merveille. Et la langue bretonne a subi en fait le contre-coup, parce que, bah oui, peut-être on parle à un cheval en breton, mais un tracteur, on ne lui parle plus en breton, on ne parle plus que français. Ou du moins, il y a une régression flagrante de la langue bretonne. Et le souci de modernisme, c'est aussi dire, nous parlons français, et parlons plus breton. C'est la modernité contre l'identité. Les analyses économiques, on aurait pu les faire en breton. Les analyses prospectives, on aurait pu les faire en breton. Mais nous faisions partie de la France. Et moi, il me fallait des décisions. Il nous fallait, à nous Bretons, des décisions du gouvernement français. Vous m'imaginez, à 25 ans, aller discuter avec Pisani et avec Michel Debré, et nous connaissant très mal le français, mais très bien le breton. Je ne suis pas sûr que ça aurait apporté les résultats qu'avec toute une équipe de copains, on a obtenus. Bonsoir. C'est avec un grand plaisir que je viens inaugurer ce soir à Rennes les actualités télévisées régionales de Bretagne. Un grand effort a été fait pour permettre à la Bretagne de participer à toute l'expansion qui parcourt le pays. Eh bien, la télévision va suivre cet effort. 3 février 64. La Bretagne est sommée d'entrer au plus vite dans son siècle. Le lancement des actualités régionales en est comme un symbole. Cadré comme un présentateur, Alain Perfit donne le cap. Et aussitôt les pionniers de la télévision régionale de montrer aux Bretons les autres pionniers, ceux qui font reculer la frontière de l'industrialisation vers l'ouest. L'usine marémotrice de la Rance, la station spatiale de Pleumeur-Baudou, la centrale atomique de Brénilis, les usines qui s'installent, Citroën à Rennes, Thomson à Brest, l'électronique à Lannion. La décentralisation est engagée, dans l'industrie comme dans le tertiaire. La région est pionnière pour la grande distribution. Elle s'apprête à s'emparer du 2e rang pour le tourisme. Ce coup d'accélérateur-là, c'est une mobilité interne à la Bretagne extraordinaire. On n'a jamais vu ça depuis, on n'avait pas vu ça depuis tout temps. Combien de guichets de crédit agricole on a vu ouvrir dans les chefs-lieux de canton avec les enfants des paysans. Et là, la langue française va de soi, si vous voulez. Elle va de soi parce que elle n'est pas tournée contre la langue bretonne. Pas du tout. Mais elle s'impose automatiquement. Il y a tout un tas de gens qui viennent travailler en Bretagne de l'extérieur. Là, le français, j'allais dire, il a explosé. Il a eu un boulevard en Bretagne, quoi. Il a eu un boulevard. Pas une performance technique, pas un nouveau tronçon de route, pas une usine qui se décentralise, n'échappe alors aux objectifs des caméramens. En 57, 7 ans plus tôt, le Finistère ne comptait qu'un seul et unique téléspectateur. Il n'y en avait encore aucun dans le Morbihan. Mais en cette année 64, 175 000 foyers bretons reçoivent déjà l'unique chaîne de l'ORTF et ce premier journal régional, en français, bien sûr. La télé régionale publique a maintenant 40 ans. Elle arrive en Bretagne, c'est une coïncidence intéressante à relever, à peu près au moment où les curés abandonnent le breton en chair. Autrement dit, la télé arrive en Bretagne au moment où tout le monde ici est francophone. Et ce que le pouvoir gaulliste demande à cette télé-là, c'est évidemment d'intéresser tout le monde, de s'adresser au maximum de gens. Est-ce que c'est pour faire de l'information au sens où on l'entend aujourd'hui ? Ce n'est pas sûr, mais en tout cas, au moment d'installer, février 64, les premiers journaux télévisés, c'est évidemment en français que cette information est proposée. Le progrès économique a bouleversé la vieille société. L'urbanisation galope. Les Bretons des villes sont majoritaires en 62. Modes et mœurs urbaines s'imposent. La Bretagne s'aligne sur le reste de l'Hexagone. Son niveau de vie s'élève. La natalité régresse, la pratique religieuse dégringole. On change de monde. Va, Gorf, zo d'achet, mais David Hoch, nisi vasperet. 2 février 69 à Quimper, le dernier discours public de De Gaulle, venu annoncer son projet de référendum sur la régionalisation. Au moment où la langue régionale n'est plus transmise dans les familles et se marginalise,
les Quimpérois retiennent surtout ces quelques vers en breton. Marque d'amitié, autant qu'alibi folklorique. Un peu comme 5 ans plus tôt, la minute 30 hebdomadaire en breton de la télé régionale. On va dire l'alibi de cette minute de breton à la fin du journal télévisé de l'époque fait plus figure d'alibi folklorique, précisément, que de vraie intention de soutenir la langue, ça c'est clair. Pour moi, j'avais honte même. C'est bizarre, mais de voir Charles Argal, je n'avais pas la télévision, mais j'ai vu des émissions, à une vitesse pas possible, donner des infos. Bon, c'était très courageux de sa part, mais je disais, mais mon Dieu, mais où sommes-nous, quoi? Surtout quand vous vivez votre vie en langue bretonne, quoi. C'est quelque chose de tellement frustrant que j'aurais préféré encore qu'on nous donne rien à ce moment-là. Néanmoins, tout dérisoire que cela fut, cette petite minute et demie a eu un impact formidable. J'ai reçu à ce propos-là quantité de lettres, parce qu'il y avait déjà une différence entre le fait d'entendre du breton, mais de voir également quelqu'un, si vous voulez, s'exprimer comme ça, en face d'eux, en langue bretonne, je ne sais pas, ça a eu un impact extraordinaire. J'ai le souvenir qu'il y a des gens qui ont dit « Ah, enfin, voilà que la télé s'exprime dans ma langue maternelle. » J'ai le souvenir aussi d'avoir vu quelqu'un embrasser Fange Broudik parce que Fange Broudik représentait le breton dans les médias. Il ne le connaissait pas, mais il avait une grande sympathie pour ce Fange Broudik. Et je crois que c'est significatif. Quand on a regardé la première fois l'émission en breton, on aimait ça parce que nous, on comprenait le breton. Mais il y en a d'autres qui ne comprenaient pas, ils ne regardaient pas. C'était pas le même breton non plus. Et on avait du mal à comprendre le breton à la télé, parce que c'était pas notre breton à nous, il y a des mots qui avaient une différence. Et puis, des fois, on se brouillait dans tout ça, quoi. Et on aime bien les regarder encore, les émissions en breton. Avril 69, le ministre de l'Information déclare sans rire au député de Lorient, Roger Vitton, qui l'interroge sur la culture régionale à l'ORTF. Pour être comprise par tout le monde, l'émission en langue bretonne sera désormais faite en français. Sur le FR3 Bretagne, quand j'étais adolescent, tous les mots modernes étaient en français. On disait avion pour avion, réfrigérateur pour réfrigérateur. C'est un ridicule. Et moi, adolescent, j'avais même une réaction allergique contre ce que je trouvais être une caricature de la défense de la langue, quoi. Ou bien on enrichissait la langue, mais on l'adaptait à son public. Mais là, La place que la télévision a eue dans l'évolution et dans l'actualité de la langue bretonne aujourd'hui est à mon avis considérable, malgré le peu de cas que le service public a pu en faire. Il y a peu d'émissions, mais extrêmement écoutées, extrêmement regardées, et donc ça prend un poids considérable dans la culture quotidienne des gens. Peut-être que s'il y en avait eu plus, ça n'aurait pas été le cas, je ne sais pas. Mais en tout cas, au moins, on peut se dire une chose, c'est que la faible quantité fait qu'on apprécie comme un peu de piment dans un plat, on s'en rappelle quand il y en a. 1970, la télévision a son magazine en breton, Breiz-o-Veva, la Bretagne vivante. Mais la décennie qui vient de s'écouler a vu chuter la pratique de la langue. On ne l'emploie plus désormais dans les sermons, et le Concile Vatican II a instauré le français dans sa liturgie. Pour mesurer l'intérêt et l'utilité des émissions en langue bretonne, l'ORTF effectue un sondage sur son usage au quotidien. Il confirme la baisse. Seules 228 000 personnes la parlent prioritairement, soit 19% de la population de Basse-Bretagne. Un an plus tard, une enquête réalisée à Tréléverne, une commune du Trégor, révèle le vieillissement des Bretonnants. 3 sur 4 ont plus de 50 ans et 1 sur 5 moins de 20 ans. L'enquête de Tréléverne est une enquête intéressante parce que c'est une des premières enquêtes de terrain que l'on ait. La plus grande partie de la population de la commune a été interrogée
Et donc ce que l'on constate, c'est que parmi les plus de 70 ans, il y a 20% qui ne parlent que le breton. Et parmi les jeunes, déjà la majorité, plus de 60%, ne parlent que le français. Quand bien même se lève en fleur de bruyère la graine d'insoumission, je retrouve ici ma terre, la vallée de mes amours. Nous ferons tout de la guerre, vous prendrez votre fusil, et moi je tiendrai la terre et je prendrai les outils. La voilà la blanche hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche hermine, vive Fougère et Clisson. En dépit des professionnels de la rouspétance, en dépit des farceurs. Années 70. La Bretagne exprime des doutes sur la modernité. Le salut de la France et de la République. Le modèle mis en place par les paysans eux-mêmes dans les années 60 est contesté. C'est la guerre du lait contre les coopératives, la lutte contre le remembrement. C'est aussi la grève du joint français contre une économie de dépendance, ou encore la colère écologiste contre la pollution du Torrey Canyon, de la Moco-Cadiz, ou contre le danger d'une future centrale nucléaire à Plogoff. Autant de symboles du progrès et de la société nouvelle. C'est désormais le temps des revendications identitaires, de l'identité contre la modernité. On veut vivre et travailler au pays, retrouver ses racines, son histoire, sa musique, sa langue. Un moi sans racines, ça n'existe pas. C'est pour ça que le lieu de notre enfance est bien le lieu où tout se construit d'abord. Une vie d'homme n'est jamais qu'un rêve d'enfant réalisé. C'est vrai que dans un premier temps, donc juste au lendemain de la guerre, c'était la modernité qui primait dans l'esprit, en fait, l'esprit positiviste, l'esprit du 19e siècle qui était encore là. Donc c'est la modernité qui primait et la modernité aux dépens de l'identité. Dans les années 70, ça a été donc l'identité aux dépens de la modernité. Dans le monde entier, il y a une prise de conscience du fait que les êtres humains sont issus de cultures diverses et que ces cultures-là ont le droit d'exister. Les particularismes disparaissaient et c'est au moment où quelque chose disparaît qu'on se dit mais on n'aurait pas dû laisser partir ça. On aurait dû essayer de le sauver. Je crois que ça relève de ce mouvement-là. On passe d'une image imposée de l'extérieur à une image qu'on veut se forger nous-mêmes. Et là, on découvre tout ce qui avait été occulté. C'est l'histoire de la vache, l'interdiction de cracher par terre et de parler breton. On va ressortir toutes les choses qui font mal, quoi. Et s'en servir pour aller de l'avant. La recherche de son identité et donc le retour en force de l'amour des langues régionales est en liaison, je pense, avec autre chose, qui est tous ces problèmes d'écologie, qui vont véritablement dans le même sens que la recherche de l'identité, la recherche des racines. Qui est-on ? Qui est-on ? Et en même temps, avec un peu la crainte de la mondialisation et le désir de garder sa personnalité. Les années 70 sont les années qu'on pourrait qualifier des années de l'inversion symbolique. C'est-à-dire la volonté de se prendre en main, de prendre son destin en main. C'est-à-dire d'être reconnu comme femme, si on est une femme, d'être reconnu comme homosexuel, si on est homosexuel, d'être reconnu comme breton ou comme indien en Amérique, par exemple, d'être reconnu dans toutes les facettes de son identité. Ça va commencer dans les années 70. Et ça va commencer alors dans un contexte joyeux, dans un contexte un peu fou parfois. Il y a le retour à la terre, il y a le Larzac, il y a la consommation de toutes sortes de substances. Enfin, c'est un moment un petit peu joyeux, mais avec l'émergence de choses quand même très profondes et avec l'idée que l'être humain doit être maître de son destin. C'est le retour du sujet ou le retour de l'acteur.
À partir des années 60, la réapparition de la culture de la musique va rendre de la fierté aux gens. Il faut remarquer d'ailleurs que c'est un homme comme Stivell qui est un des grands points de départ. Et l'intérêt de Stivell, c'est que c'est à la fois breton, c'est à la fois une dimension celte et c'est à la fois une dimension internationale. Ça met à l'aise les Bretons et les jeunes. Et ils vont d'autant plus s'affirmer dans le secteur culturel qu'ils sont infirmes sur le plan politique et qu'ils sont aliénés sur le plan économique. C'est une compensation extraordinaire qui dure jusqu'à maintenant. Voici venu le temps de délivrance. Loin de nous toute idée de vengeance. Nous garderons notre amitié avec le peuple de France. Aucun mur ne nous séparera de lui. Mais nous abattrons les murailles honteuses qui nous empêchent de regarder la mer, les miradors qui nous interdisent nos plus proches frères de Galles, d'Écosse, d'Irlande. Années 70, c'est le choc Stivell, quand la France stupéfaite découvre le mouvement breton, mais aussi le cheval d'orgueil de Pierre-Jacques Asselias et le cheval couché de Xavier Graal. Années 70, année de tous les rêves et de toutes les langues de bois. Année de l'amitié, année des fest-noz et des chansons, où l'on se prend à rêver qu'elles peuvent rassembler et donner corps et âme à cette revendication. Comme pour la musique, la danse et le chant, un désir de se réapproprier la langue bretonne voit le jour. Les uns pratiquent le collectage auprès des anciens, les autres enseignent ou apprennent le breton. Dans les associations, les cours prolifèrent. Dénonçant la colonisation et le génocide linguistique, le mouvement culturel et l'association Galve, l'Appel, organisent dès 68 marches et meetings pour la reconnaissance du breton. Il réclame son enseignement facultatif partout et le développement des émissions en langue bretonne à la télé. Galve, ça a été les premières grandes manifestations avec des milliers de personnes dans la rue pour la langue bretonne, avec son slogan « Agoriez » et notre langue. Qu'est-ce qu'on en fait? On posait que ça, la seule question. Une interpellation. De qui? Un peu de tout le monde. Interpellation des autorités sûrement, mais aussi interpellation des Bretons eux-mêmes. C'est pour ça que nous disions Agoriez et notre langue. Qu'en faisons-nous de notre langue? Ces jeunes-là qui venaient apprendre la musique ou d'autres qui venaient dans les fest-noz entendaient parler breton, surtout en Basse-Bretagne. Et donc, ont voulu l'apprendre aussi. Bon, il y avait bien déjà à Rennes et à Brest une université donc, qui enseignait le breton. Le fait d'apprendre à la fac, je pense, ça ne suffisait pas. Ils se sont réunis, ils ont créé des associations et ils ont mis en place donc de véritables cours du soir pour adultes. Et après, on essayait de faire rejoindre tout ce qui concerne la langue ou la culture, en faire un ensemble et même inciter les gens à suivre des cours du soir, par exemple pour l'histoire de Bretagne, parce qu'elle était complètement ignorée. Et même l'économie, la géographie et tout ça, quoi. Mais tout ça, ça a été par palier en fin de compte. 1969. Face aux revendications linguistiques, un membre du Conseil national de l'enseignement déclare « Rien de plus touchant que les langues, patois et dialectes locaux soient parlés dans le sein de la famille, que les mères endorment leurs enfants avec des berceuses et des chansons que leur ont transmises leur mère et leur grand-mère. » C'était pas toujours bien perçu, ce mouvement identitaire, à cette époque-là du moins. Le grand-père, le paysan, au fond de sa campagne, se disait « Ah, oui, mais bon sang, on a eu tellement de mal à progresser, nous, pour devenir comme les autres, et parler français, et écrire, et avoir des bonnes situations, parce que ça, c'était le gros souci de la génération précédente. Bien éduquer les enfants pour qu'ils aient une situation honorable. » Dans les campagnes, la renaissance, si l'on peut dire, de l'identité, et en particulier dans le domaine linguistique, a été particulièrement lente. Même aujourd'hui encore, vous entendrez facilement de vieux agriculteurs dire « Oh non, je ne comprends pas pourquoi on remet la langue bretonne à l'honneur. » Par contre, dans les villes, on a senti un mouvement très fort en direction de la culture bretonne. Il y a eu une espèce de mode qui est apparue là. Je crois que ce phénomène de mode existe, a joué un très grand rôle aussi. C'est-à-dire, on défend quelque chose d'exotique, quelque chose qui n'existe plus, quoi. Hein, quelque chose qui est en train de disparaître. On le défend en le recréant. Hein, c'est ça. C'est un peu comme ce qu'on fait avec la musique, ce qu'on fait avec tout le reste, quoi. Dans ces années 70, en écho aux revendications sociales,
le mouvement politique breton change. Pour la première fois de son histoire, il se marque à gauche. Dès 1964, des jeunes militants du MOB créent l'UDB, l'Union démocratique bretonne. Face au conflit algérien, ils se sont découverts bretons colonisés. Ils placardent de belles affiches jaunes et noires. Leur slogan, Bretagne égale colonie, nous voulons vivre et travailler au pays. Leur mensuel, Le Peuple breton, en langue française, tire à 15 000 exemplaires et réclame l'autonomie. La guerre d'Algérie, c'est une guerre de libération nationale. Et donc, ces jeunes gens qui soutiennent cette guerre de libération nationale, contre qui? Contre Paris, contre l'impérialisme français, vont, et nous étions les premiers à le faire, vont, par mimétisme idéologique, adopter une position similaire. C'est-à-dire que quand nous avons créé le MOB, l'UDB, en 1964, nous avons raisonné en termes de colonie. Et on a développé le concept, la Bretagne est une colonie. Colonie intérieure, il est vrai, non pas une colonie d'outre-mer, mais une colonie quand même. En 1964, la télé n'avait pas signalé la naissance de l'UDB. Elle ne lui accorde guère plus d'un quart d'heure en 10 ans. Mais elle ne manque pas de montrer depuis 1966 tous les attentats du FLB, le Front de Libération de la Bretagne, sans toujours éviter l'amalgame. Cité administrative, recettes des impôts, caserne de CRS, pylône de télévision au Roc Trédudon, château de Versailles, autant de symboles de l'État français systématiquement visés. Moi, je suis de ceux qui pensent que quand ça bouge, c'est un effet d'entraînement, tout bouge. Bon, la télé du pauvre, quoi. Hein, on va faire quelques attentats pour qu'on parle de nous. On en a parlé partout, quoi. Des correspondances venant des États-Unis, du Canada, de tous les pays. Bon, il y avait un problème en Bretagne, et ça n'a jamais été détaché de la langue. Alors, la plupart des communiqués étaient écrits en breton et en français, hein, ou en français et en breton, suivant le secteur géographique. Bon, celui de Roc-Trédudon, c'est quand même la revendication, c'était évident raison, hein, c'était un des objectifs. Hein. 1977, c'est à Ploërmel, derrière un récital d'André Verschuren, que le président Giscard d'Estaing annonce une charte pour la culture bretonne. Ainsi sera confirmé le fait qu'il n'y a aucune contradiction entre la volonté de vivre la culture bretonne et la conscience d'être pleinement français. Tu n'es pas ce qu'on appelle un cordon bleu. Le mouvement culturel crie au piège, à la mascarade, à la peau de chagrin, à l'os à ronger. Il n'empêche que cette aide de l'État lui apporte reconnaissance et sang neuf. 1978, Fanche-Olivier. Les mesures de la charte culturelle ressemblent fort à ces calmants que l'on donne aux agonisants pour mourir sans souffrance, dans les musées ou les universités. C'était donc la première fois que la culture bretonne était reconnue officiellement, et en plus par un président. Et c'est donc un détonateur pour moi qui a été très bénéfique. Il est certain qu'à partir de ce moment-là où nous avons eu de véritables permanents professionnels s'occupant de la langue, de la musique, de la danse, des jeux traditionnels, il y a eu un autre regard par la population bretonne sur leur passé. Ça vient tard, ça a des aspects positifs, car ça a emmené quand même un soutien au mouvement culturel breton, que les collectivités ont continué quand elles le voulaient. Certaines ne l'ont pas fait, d'autres l'ont fait. Donc globalement, même si c'est un peu théorique, les résultats sont quand même plutôt positifs. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Nous avons tous combattu, espéré, rêvé. Nous voulons tous que ce pays change. Sachant qu'à l'époque, la plupart des Bretonnants qui se revendiquent tels sont des contestataires, sont des gens qui revendiquent haut et fort. L'arrivée de la gauche, ça a presque été une catastrophe, parce que on savait plus contre quoi se battre tout d'un coup. Et, oui, il arrangeait tout le monde, François Mitterrand, en arrivant au pouvoir. Il supprimait tout ce qui était à supprimer, et puis il encourageait tout ce qui était à encourager. Heureusement, il n'a pas tout fait quand même. Ça a été un espoir quand même. Là, je parle sérieusement. Hein. C'était un espoir pour beaucoup.
D'ailleurs, le FLB a arrêté de poser des pétards à ce moment-là. 1981, Badinter libère les prisonniers politiques bretons, comme l'avait promis Mitterrand. L'amnistie nous satisfait. La suppression de la Cour de sûreté de l'État en tant que tribunal d'exception, nous nous sommes tous battus pour sa suppression. Tous nos amis qui nous soutiennent dehors également, donc ça nous satisfait pleinement. 1981, c'est la naissance de l'Institut culturel de Bretagne. Ce sont aussi, à l'arrivée de la gauche au pouvoir, les luttes pour la création d'une licence et d'un CAPES en breton pour les futurs professeurs des classes bilingues. Il semble qu'apparemment tout devait se résoudre, en tout cas en Bretagne, une fois que la gauche aurait été élue en 80. Enfin, du moins, c'est ce que les promesses faites avant les élections laissaient entendre, notamment le fameux discours de François Mitterrand à Lorient sur le fait qu'il était quasiment criminel de priver un peuple de sa langue. Donc on peut voir que 20 ans après, il en reste pas grand-chose, ou plutôt que ce sont des demandes qui sont toujours d'actualité, vu qu'elles n'ont pas été satisfaites. Et donc, c'est pour ça que sont mis en place à ce moment-là des tas de manifestations, surtout donc par rapport à l'université. Les étudiants sont descendus dans la rue, ont occupé la fac pour le doc de breton, pour la licence de breton et pour tout ce qui était donc concernait la langue bretonne surtout. Nous, on n'était pas satisfaits de ce qui se passait. Et puis, comme Obélix, nous, c'était idée fixe. Nous, on avait quand même gardé notre idée de dire, non, il faut qu'on arrive à avoir en Bretagne un pouvoir breton. 2 ans plus tard, ces anciens activistes créent MGAN, Le Combat, un mouvement nationaliste et gauchiste. L'aile politique du FLB, comme on l'appelle, dénonce l'ultralibéralisme de l'État français, proclame sa volonté de libération nationale. La même année, l'association Storm-Arbrezonneg, liée à MGAN, réclame pour le breton un statut de langue officielle, voire de langue nationale de Bretagne. En une décennie, par des actions de barbouillage sur plus de 10 000 panneaux routiers, elle impose la signalisation bilingue, jusqu'en Ille-et-Vilaine. S'il n'y avait pas eu MGAN et Storm-Arbrezonneg, parce que les deux étaient très liés, l'officialisation de la langue sur les panneaux, elle n'aurait jamais eu lieu si on n'avait pas été bêtes et méchants, et si on n'avait pas coltaré. Et puis mis la DDE devant des problèmes presque insolubles, et puis ils ont choisi la solution de faire des panneaux bilingues. C'est ce qu'on demandait. Ils n'avaient qu'à le faire avant, et puis ça aurait été plus simple. Il y a une langue qui existe, on la fait voir, elle est sur les panneaux routiers. Les panneaux routiers sont la propriété de l'État. On doit la faire voir, c'est la rendre officielle. Quelque chose qui est caché n'est pas officiel. Donc si c'est écrit, ça devient officiel, même si ça emmerde les gens. Moi, je ne suis pas partisan, et je m'y opposerai vigoureusement, à ce que toute autre langue que le français soit une langue officielle. Ce serait une régression considérable, et parce qu'il faudrait le faire pour des quantités d'autres langues en France. Donc ça, ce serait porter un coup fatal à la langue française et à son rayonnement international. Donc ça, le côté langue officielle, il faudra m'arracher les dents pour que ça se fasse. Langue officielle. 1983. À sa naissance, Radio Bretagne Ouest réalise un sondage pour ses émissions en langue bretonne. La baisse de la pratique de la langue s'accentue. 600 000 personnes la comprennent sans la parler. 350 000 la parlent souvent ou assez souvent, mais non de manière prioritaire. L'avenir est sombre. Années 90. L'association Evit Carta Europa pour la charte européenne manifeste pour que la France signe la charte des langues régionales et minoritaires. La mobilisation est forte. C'est une charte pour les langues. Ce n'est pas une charte qui donne des droits spécifiques à des groupes linguistiques. C'est une charte pour défendre l'existence de ce patrimoine linguistique dans les 42 pays du Conseil de l'Europe. Voilà, c'est ça le but. Alors, c'est une carte, c'est pas un menu, c'est une carte. Vous avez 98, je crois, articles, et chaque État en prend un certain nombre. Pour la France, les articles à prendre concernant l'enseignement, les médias, la culture, l'économique et le social ne posent pas tellement de problèmes. Elle peut remplir son contrat. Où ça pose problème, c'est pour l'administration et la justice. Voilà.
parce que vous rejoignez le caractère officiel. À mon avis, ce serait symbolique, mais rendre la langue officielle, ce serait un déclic fort, un symbole fort dans la psychologie des gens et que ça leur permettrait de, je sais pas, imaginer aller acheter des timbres en breton à la poste, commander un chéquier en breton ou, je sais pas, aller acheter le journal ou un morceau de viande dans une boucherie en breton. Je pense que les gens, ça leur ferait du bien, que ce soit dans les commerces privés ou dans les services publics, qu'il y ait des interlocuteurs au moins bilingues. Tout le monde dit, oui, la charte, c'est sympathique. Alors on va la signer. Et puis après, qu'est-ce qu'on va ratifier comme article ? Alors là, c'est un peu plus compliqué, parce que derrière chaque article ratifié, il y a des moyens, il y a de l'argent, il y a des emplois à mettre en place, des formations à créer, donc des formateurs à embaucher. C'est une énorme boule de neige. S'il faut tout traduire en breton, par exemple, il va falloir des armées de traducteurs, des armées d'employés bilingues. La question, c'est jusqu'où va-t-on dans la ratification ? Est-ce qu'on crée carrément un service public en double ? Parlons pas du coût économique. Personne n'a chiffré le coût économique d'une perte culturelle. Aujourd'hui, quand on fait un chantier de fouilles, pour sortir une civilisation, ça coûte combien ? Vous entendez des gens dire « Est-ce qu'on a le droit de dépenser les deniers des autres pour aller chercher la façon dont vivaient les Mérovingiens ?» Que je sache, personne ne peut avancer. La culture, ça a le prix que les peuples veulent bien lui accorder. Je dis que si nous devons être français, nous avons le droit de demander à l'État français de réparer la casse qu'il a commise à l'égard d'un bien qui nous est précieux par-dessus tout, qui est la langue bretonne. Et c'est donc le droit à la réparation historique que je dis qu'un jour revendiquera le mouvement breton. Là-dessus, je pense que tous ceux qui veulent établir de l'officialité bretonne ou de la co-officialité de la langue bretonne, c'est une erreur. D'autant que la langue bretonne n'est pas la langue de la Bretagne. La langue bretonne est, depuis très longtemps, jusqu'au Xe siècle, la langue d'une partie de la Bretagne et n'a jamais été langue officielle, y compris dans les duchés de Bretagne. Donc vraiment, c'est une cause stupide, même pas perdue d'avance, mais encore plus stupide. Donc je veux pas cet aspect-là. Moi, je défends, je veux que la langue bretonne existe, se parle, soit apprise, mais je ne veux pas qu'on franchisse cette ligne jaune. L'utilisation de la langue dans les services publics, il ne s'agit pas de faire parler, je pense, mais de laisser parler ceux qui sont déjà capables de parler et de dire que ceux qui souhaitent entretenir des relations avec l'administration en langue régionale peuvent le faire. Et bien sûr, inciter ou accompagner ceux, les fonctionnaires territoriaux ou même nationaux qui souhaitent apprendre la langue, de le faire. Mais en général, l'obligation est plutôt contre-productive, je pense, par rapport à des langues qui sont dans la situation de la langue bretonne aujourd'hui. Années 90, année du renouveau pour la culture et la langue bretonne. Les filières bilingues accueillent de plus en plus d'élèves. L'histoire remonte toujours aux années 70. Mai 77, 5 élèves s'inscrivent dans une école Diwan créée à Lampol-Ploudalmézeau dans le Nord Finistère. L'événement est d'importance. Diwan, qui signifie le germe, c'est l'idée d'éduquer les enfants exclusivement en breton. Une pédagogie dite par immersion, histoire, géographie, sciences naturelles, mathématiques, tous les cours seront en breton. La démarche est radicale, en rupture avec les revendications antérieures. L'objectif, créer un micro-milieu, voire une micro-contre-société bretonne et bretonnante. La naissance de Diwan, c'est quelque chose de tout à fait compréhensible, puisque c'était une façon de pallier les manques de l'éducation nationale. Tous les règlements de fonctionnement des écoles étaient faits pour rendre, si vous voulez, la présence du breton aussi difficile que possible. Mais mettre des cours à l'heure de midi, que sais-je, enfin, voyez-vous. Donc, comment voulez-vous que les choses puissent prendre ? Alors, il arrive un moment, bien entendu, où les gens excédés prennent leur propre initiative, et c'est fait une excellente chose. C'est parce qu'il y a une partie de la réalité qui est refusée que cette réalité réapparaît avec la volonté de militants, de façon un peu prophétique, pour lancer ce système. Il arrive un moment où le damné donne un coup de tête dans le plafond. Et voilà. Il ne suffit plus de revendiquer. Si on ne fait pas, on n'avancera pas. Donc, Diwan, c'est on fait.
Et on prouve que c'est possible. Mai 1977. Aujourd'hui, le temps des revendications est fini après 100 ans de demandes auprès du gouvernement. Les responsables de Diwan se sont décidés à mettre en œuvre eux-mêmes les moyens de scolariser leurs enfants par la création d'écoles. Moins que l'intérêt immédiat d'apprendre le breton, il s'agit pour nous de promouvoir chez les enfants les notions d'appartenance à un peuple caractérisé par 2000 ans de culture économique, sociale, dont le véhicule fondamental est la langue. La création de Diwan, c'est un peu en rupture par rapport à la culture de contestation qui a été celle des années 70. C'est une culture d'investissement. Et il s'agissait effectivement de la première génération de jeunes intellectuels qui avaient 20 ans en 1970 et puis qui ont des gosses en 1977. Eh bien, ces gens-là vont décider de créer l'école dont ils ont besoin. C'était des jeunes de 18-20 ans qui avaient appris le breton et qui trouvaient dommage après, en le parlant en couple et le parlant à la maison, qu'il n'y ait pas, en fin de compte, une continuité dans leur action. Et je pense que c'est pour ça. Ces parents-là n'étaient pas brittophones de naissance pour la plupart. Et en fin de compte, ils ont voulu continuer le travail qu'ils avaient commencé eux-mêmes, par leurs enfants. Au niveau de l'organisation pratique, c'était les parents qui s'en chargeaient. On faisait les repas, on assurait la garderie. Et c'est vrai que ça créait beaucoup de liens entre les parents, entre les enfants. Et c'était quand même un projet qui était beau en lui-même. Ce qui est plus marginal, effectivement, bon, c'est comment les gens vivent ça, comment on met des enfants à l'école Diwan, et comment les premiers instituts, quand même, sont relativement marginaux aussi, parce qu'ils ne sont pas tout à fait instituts. Ils sont issus du mouvement culturel, ils ont des cheveux longs, ils ont des câbles, ils ont des sabots, de même que les enfants sont des enfants de marginaux aussi, ou bien d'intellectuels au départ, quoi, des gens qui font vraiment une démarche à contre-courant, quoi. Mais bon, ça s'inscrit quand même dans une population bretonnante, quoi. Je pense qu'on avait un petit côté 68 art. Il y avait sûrement de ça, c'est-à-dire qu'on voulait pour nos enfants une vie un petit peu à la campagne, des conditions optimales de contact entre eux, avec la nature. Et cette idée donc de pouvoir revenir aux sources faisait partie aussi de cet idéal. Ce que je vois l'intéressant dedans, c'est la détermination de ces gens-là, complètement cinglés, vous comprenez, hein, qui sont en train d'apprendre une langue qui ne sert à rien, vous comprenez, elle sert seulement à être, comme on dit en Catalogne, hein, c'est une langue qui sert à être, vous comprenez, et qui sont en train... Mais explique, moi je vous... Mais pourquoi ces choses-là? Mais ils sont complètement dingues, ou bien c'est complètement sages, vous comprenez? Oui, c'est sûr que au début, les gens qui vont créer Diwan et qui vont... inscrire leurs enfants à Diwan sont des passionnés, des allumés un petit peu, des rêveurs sans doute, mais quand même très, très pragmatiques aussi, quand même. C'est une folie, l'école Diwan, une folie à quoi je crois, une folie ou bien une profonde sagesse, comprenez, hein? Mais la folie, l'extrême folie est souvent proche de l'extrême sagesse, comprenez. Mais à vue humaine, ça ne tient pas debout. Mais moi, je ne suis pas habitué aux vues humaines, je suis habitué aux vues divines. Je ne veux pas dire que le bon Dieu a des vues sur l'avenir du breton. Hein. Ça, c'est autre chose. Hein. Il y a une liberté là-dessus. Ouais, l'objectif principal était, comme on a déjà dit, était d'utiliser l'immersion, c'est-à-dire d'utiliser le breton comme langue, comme on dit, véhiculaire de l'enseignement, pour faire en sorte qu'en fin de primaire, que les enfants aient les mêmes compétences en français qu'en breton. Qu'en breton qu'en français plutôt. Finalement, ils sont jacobins un peu de leur façon. Hein. Parce que c'est ça être jacobin. C'est façonner quelque chose. Alors on le façonne par l'État, on le façonne par un institut, on le façonne par un cadre scolaire. Mais de toute façon, il faut le façonner. Il faut donc l'imposer. Il m'est même arrivé de dire aux responsables de Diwan, l'immersion, c'est exactement ce qu'a fait la République pour le français. Bon, d'accord, il y avait la sanction et la vache ou le symbole, mais parce que nous étions dans une société à sanction et à punition. Sincèrement, je pensais que cette manière un peu comparable à l'enseignement républicain français d'amener une langue écrite tenant relativement peu compte de l'histoire locale de la langue n'était vraiment pas une solution. En fait, la pratique de la langue bretonne est devenue en même temps pour les jeunes une pratique
et inscrite dans une histoire locale et très souvent familiale, quand c'est heureusement possible, et aussi une langue lettrée, une langue de lettrés, une langue écrite et une langue, voire universitaire. Ça, à cette époque-là, sincèrement, je ne pouvais pas le penser. Quand naît Diwan dans les fins des années 70, c'est pas mon modèle. C'est évident, quoi. Pour moi, mon modèle scolaire, c'est prioritairement l'école de la République, quoi. Bon, voilà. Donc, au début, je dis, tiens... Mais on n'y croit pas, en fait. Vous comprenez? Donc, finalement, il n'y a pas grand monde à être tracassé parce que personne n'y croit. Ça ne durera pas, quoi. Qu'à attendre. Le ministère ne comprend pas. Je sais pas, il est hostile. Il ne veut pas les recevoir à l'époque. Ils n'ont pas le droit de franchir la porte du ministère de l'Éducation nationale. Puis le problème, c'est que ça a duré. Et les gens ont pu s'investir dans un projet fort qui a mobilisé beaucoup d'énergie. Et en fin de compte, 23 ans plus tard, il y a un réseau d'établissements de créés, beaucoup de matériel pédagogique et des élèves qui commencent à sortir donc, de la classe de terminale avec une très grande compétence en langue bretonne. C'est quand même un mouvement phare. C'est possible. On peut élever des enfants en breton. On peut aussi, et les écoles Diwan l'ont montré, exprimer des idées très abstraites en breton. Parce qu'on a dit pendant longtemps que ça n'était pas possible. On enseigne la philo en breton, on enseigne l'histoire, la géographie en breton. On ne paraissait pas disposer du vocabulaire pour le faire, c'est possible. Et puis en plus, dans ces écoles, on se débrouille pour le moins aussi bien qu'ailleurs. Diwan a réussi en images. Les Bretons considèrent qu'il se passe là quelque chose d'important. Il y a une aura de sympathie énorme. Et à partir de là, on a mis d'autres politiques en faveur de la langue et de la culture parce qu'on essayait de comprimer Diwan. Mais le parcours n'est pas fini. Le nom de Report-Sémon pose problème et crée une vraie polémique. Diwan avait choisi de baptiser un de ses collèges du nom de ce linguiste qui avait largement œuvré pour la défense de la langue bretonne. Ce n'était donc qu'un juste retour des choses. Mais aujourd'hui, c'est le passé de Report-Sémon qui ressurgit, son passé sous l'occupation allemande. Le Conseil général du Finistère a donc demandé à Diwan de débaptiser ce collège. Les explications de Marie Chagnot et de Christian. Nous ouvrons une page sur l'enseignement. Hier, le ministre de l'Éducation nationale, Jack Lang, a annoncé des mesures en faveur des langues régionales. Il reconnaît l'intérêt de l'enseignement du breton en immersion, défendu par Diwan. Il tend d'ailleurs le bras à l'association pour qu'elle rejoigne le giron de l'Éducation nationale. Par ailleurs, le ministre entend multiplier les écoles... Nous ne sommes pas opposés au bilinguisme. Nous sommes opposés à certaines formes d'apprentissage des langues, d'ailleurs qu'on appelle sous forme de bilinguisme, mais qui sont en fait de l'immersion. Nous refusons le communautarisme, que ce soit un communautarisme religieux, philosophique, politique ou linguistique. Nous voulons que tous les petits-enfants de France, qui soient de telle ou telle autre région, se côtoient sur les bancs de l'école en particulier, parce que c'est là qu'on fait aussi l'apprentissage de la vie en société. « 5 élèves Diwan en 77, plus de 2000 aujourd'hui. Le mouvement a fait aussi des émules dans le public comme dans le privé, avec une progression annuelle de plus de 20%. Selon le rectorat de Rennes, plus de 20 000 jeunes apprennent désormais le breton dans les écoles, collèges, lycées et universités. Cours par correspondance, cours du soir et stages pour adultes se multiplient. Les maisons d'édition se développent. Négative, il y a quelques décennies, l'image de la langue bretonne est devenue positive, moderne. 88% des bas-bretons estiment qu'il faut la conserver, 80% sont favorables à son enseignement. Début du XXIe siècle, elle est au diapason du reste de la culture et notamment de la musique, qui connaît une médiatisation sans précédent. Mais les chiffres sont là. 80% des bretonnants ont disparu depuis 1945. Seuls 16% de la population de Basse-Bretagne peut encore parler breton aujourd'hui, soit 240 000 personnes, dont les 2 tiers ont plus de 60 ans. À peine plus de 100 000 l'utilisent au quotidien, et parmi les moins de 40 ans,
Ils sont tout juste 15 000 à pouvoir s'exprimer dans la langue. Si on considère que le locuteur, c'est quelqu'un qui dit quelques mots, également, on arrive à 500 000 personnes. Si on considère qu'un locuteur, c'est quelqu'un qui a une maîtrise de la langue et qui est capable de parler relativement bien, de tenir une conversation, on est, à mon avis, à 250 000. C'est une question de définition du locuteur. Où sont les Bretonnants et qu'est-ce qu'ils sont? On sait déjà qu'ils sont âgés, on sait déjà qu'ils sont retraités, mais on a appris en plus qu'ils résident de préférence dans les petites communes qui sont en perte de vitesse, à la fois sur le plan démographique et probablement sur le plan économique. Ce qui est intéressant, c'est la tendance, c'est-à-dire qu'on voit émerger des locuteurs qui n'ont pas appris par leurs parents, ni par leurs grands-parents, mais par l'école ou par des cours spécialisés. Et donc ça, c'est nouveau. Et ce qui tendrait à, même si la contribution est relativement modeste aujourd'hui, ce qui tendrait à dire que justement, cette chute de la transmission familiale, eh bien, elle pourrait peut-être être compensée par un apprentissage scolaire ou universitaire de la langue bretonne. Un siècle de breton, ou la chronique d'une mort annoncée. Qui et combien parleront breton demain? Où? Comment? À quelles conditions? La langue bretonne va-t-elle mourir? Comment réagir pour la sauver? Quel breton veut-on sauver? Pour quel usage et à quel prix? À quel public s'adresse ce SOS? Les réponses divergent. Les uns ont fait leur deuil du breton, les autres sont plus que jamais décidés à défendre avec force son existence et ses droits.